es là? C'est lancé, l'enregistrement est lancé. Voilà. Oui, je suis Mesdames, là. messieurs, bonsoir et bienvenue à la dernière soutenance pour cette année, la dernière soutenance pour en licence pour cette année. Alors, je rappelle qu'on a eu plus de 80, disons une 80aine de soutenances et cette année, quelque part, c'est un record parce que c'est pas facile de voir une université organiser des soutenances pour plus de 80 étudiants. On peut toujours graduer 80 étudiants, plus de 80 même, mais on n'organise pas de manière ensemble, disons, et plus de 80 soutenances. C'est le cas, c'est ce qui vient de se passer depuis le 1er juillet. L'IUS s'est mise au travail le matin et l'après-midi. On a des soutenances, environ une dizaine par jour. Et on a des soutenances les unes plus intéressantes que les autres, des soutenances de qualité. Et donc, je félicite toute l'équipe de l'IUS, mais je félicite également les récipiendaires qui ont choisi l'IUS et qui ont soutenu leur mémoire de sortie, leur travail avec l'IUS, bien évidemment. Alors, cette dernière soutenance, c'est Madame Rosemary Mentor, Rosemary qui nous a rejoint en cours de chemin et grâce à la VAE, et elle nous a rejoint en cours de chemin. Elle va travailler sur l'émancipation de la femme vivant en milieu rural depuis 2015 au regard de la Constitution de 1987, cas de la section communale de Bac-à-Rouge, commune de Jacmel. Et le jury est composé de votre serviteur, Fidnel Zidor, et l'encadreur, c'est le docteur Christophe Providence et le rapporteur, c'est le docteur Fred Selimen. Rosemary, tu as 10 minutes pour nous faire ta présentation, pour nous faire profiter de ton travail. Merci. Honorables membres du jury, chers assistants, bonsoir. Je suis Rosemary Mentor. Aujourd'hui, je suis là pour la présentation de mon travail qui se porte sur la thématique émancipation de la femme vivant en milieu rural depuis 2015 au regard de la Constitution haïtienne de 1987, cas de la section communale de Bac-à-Rouge, commune de Jacmel, en vue de l'obtention du grade de licencié en droit. Nos remerciements s'adressent aux membres de ma famille, au staff de l'US et mes amis qui me suivent. Ce mémoire est dédié à tous et à toutes, spécialement les femmes rurales haïtiennes qui font l'objet de ce travail de recherche. Nous tenons à souligner les grandes lignes de ce travail. La problématique, la méthodologie, les résultats, la conclusion et les recommandations. Honorables membres du jury, par la volonté de traiter cette thématique basée sur les droits des femmes, nous nous sentons motivés par un esprit patriotique contre la discrimination envers cette catégorie de femmes. Femmes vivant en milieu rural représentent le pilier de l'économie haïtienne. On les trouve partout, dans l'agriculture, le commerce informel, l'éducation, en gros, le sépotomite en société. Cette contribution demeure souvent sous-estimée à cause des structures patriarcales et des inégalités historiques limitant leur pouvoir décisionnel. En effet, plusieurs études démontrent que les femmes rurales haïtiennes confrontent pas mal de difficultés. Pour pallier à cette situation, le renforcement de importance capitale. L'éducation apparaît comme l'un des facteurs de transformation sociale et doit être disponible à leur portée pour bien revendiquer leurs droits, leur propre développement et celui de la communauté. Les droits de la femme qui font partie des droits humains, c'est une branche du droit public à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948 et de la Constitution haïtienne de 1987.
Cependant, cette catégorie de femmes n'en juge pas vraiment. Cela révèle un héritage colonial, esclavagiste et patriarcal instauré à Saint-Domingue depuis 1625 qui se perpétue. Dans le cadre de ce travail, nous voulons attirer l'attention de tous ceux qui s'intéressent à elles, de converger nos efforts pour une meilleure condition de vie. Ainsi, la formulation de notre problématique. La mauvaise condition de vie des femmes vivant en milieu rural nous interpelle suite à la violation flagrante de leurs droits malgré les dispositions légales prises par Haïti en leur faveur. L'accès à l'éducation est toujours restreint, fait constituant une entrave à leur émancipation à bas caprice pendant les 10 dernières années. À ce stade, on se demande quels sont les facteurs qui expliquent les blocages de l'émancipation des femmes à bas caprice. Pour pallier à cela, nous formulons notre hypothèse sur Il y a une coupure. Une éducation unique, adéquate, sans discrimination aucune, un système d'encadrement social. Cela leur permettrait de vivre mieux en raison de la place occupée. De ce fait, l'analyse des mécanismes de l'émancipation des femmes doit être inscrite dans le cadre de développement durable et inclusif en faveur de cette catégorie. En ce qui concerne le cadre conceptuel, certaines notions ont été déjà développées dans le travail de recherche pour une bonne compréhension, ce qui nous ramène à formuler nos hypothèses comme suit. L'accès limité des femmes à l'éducation aux ressources productives, réduction de leur autonomie économique et politique, malgré les initiatives existantes depuis jadis. Parlons à présent des objectifs visés. Notre objectif vise à faire un plaidoyer pour le respect des droits de l'homme en général et ceux des femmes rurales en particulier, et l'application intégrale de la législation haïtienne traitant la matière. Quant aux objectifs particuliers, il consiste à analyser les processus et les facteurs d'émancipation des femmes tout en identifiant les principales contraintes. Qu'en est-il de la méthodologie utilisée? Pour tout travail de recherche scientifique, la méthodologie est toujours de mise. De ce fait, nous réalisons un mémoire de compilation où plusieurs méthodes sont appliquées. La méthode historique, la méthode de sondage ou entrevue, la méthode juridique et enfin la méthode expérimentale. Dans ce travail, l'approche qualitative est grandement privilégiée à travers une enquête sur un échantillonnage. Le présent mémoire est structuré en 3 chapitres subdivisés en 3 sections chacun. Le premier parle de la réalité des femmes rurales à bas caprice. Le deuxième fait état de la présentation du milieu d'études et démarches méthodologiques. Et enfin, le troisième met l'accent sur le dynamisme des perspectives d'émancipation des femmes rurales. Dans la foulée de notre démonstration d'objectivité, on arrive à constater que les femmes rurales ne jouissent pas vraiment de mêmes privilèges que les femmes vivant en milieu urbain. Elles sont méprisées et vulnérables. On les nomme Madame Saya, le nom d'un oiseau migrateur. Pour réaliser ce travail, un questionnaire d'enquête contenant 9 questions sur 4 organisations, dont 6 femmes chacune, a été préparé en la circonstance, afin de renforcer l'émancipation des femmes. Le résultat montre que le manque de revenus constitue la principale difficulté rencontrée par ces femmes. Quant aux difficultés rencontrées, certaines organisations de la zone ciblée avaient boudé l'enquête en disant que cela ne servira à rien en fonction du comportement de l'État. En conclusion, à travers ce travail, nous avons mis l'accent sur l'émancipation de la femme qui se repose sur un ensemble d'instruments juridiques nationaux et internationaux destinés à garantir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe dans le respect du principe fondamental selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nos recommandations sont les suivantes. Renforcer l'accès à l'éducation, garantir l'égalité professionnelle et l'accès aux emplois, renforcer les sanctions contre les violateurs, ce pour la construction d'un avenir plus juste pour tous. Je vous remercie, les membres du jury, pour votre patience ainsi que le public qui me suit. À présent, je suis disponible et disposée
à vos éventuelles recommandations et questions. Merci. Merci, pardon, Rosemary, pour votre présentation. Maintenant, et très rapidement, je cède la parole au professeur Fred Selimène, qui est le rapporteur et qui va disséquer, analyser votre travail. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Rosemary. Bonsoir à tous. Bonsoir, le docteur Providence. Rosemary, je suis vraiment mécontent de ton travail, aussi bien écrit et aussi en grande partie à l'oral. Je ne suis pas content du tout parce que à l'oral, oui, tu t'exprimes bien, ça, il n'y a pas de débat. Hein, tu t'exprimes très bien, je te félicite. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand je dis ta prestation orale, c'est ta capacité à dire l'essentiel de ton sujet, plus particulièrement les résultats relatifs à ton sujet. Hein? Donc, là-dessus, je ne suis pas satisfait. Donc, un moment. Et donc, je voulais déjà te parler de notre travail écrit. J'ai idée que voilà le prototype de travail qui a été mis en œuvre, mis en chantier, on va dire ça comme ça, qui a été mis en chantier vers le mois d'avril au dernier moment. Je pense que tu n'as pas mis ce travail-là dans le chantier, en chantier, depuis le mois d'octobre. Ça, c'est impossible de donner un travail comme ça. Ce n'est pas redonné. Tu n'as pas de résumé. Parce que moi, je suis sûr que tu n'as même pas regardé ni les enregistrements du cours du docteur Providence, ni le document qui nous indique comment présenter la mémoire. Tu n'as pas ça. Comment présenter la mémoire. Tu ne l'as pas lu. Et donc, étant donné que tu as été informé des sanctions qui attendent ceux qui n'ont pas rendu leur mémoire, parce que chez nous, on ne garde pas des étudiants 10 ans, 20 ans, ils sont inscrits chez nous, et dans 15 ans, ils vont soutenir leur mémoire. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, tu dois soutenir dans l'année. Et bien entendu, un étudiant peut redoubler. Mais oui, ça existe comme partout. Un étudiant peut rater son année, peut redoubler. Mais dans ces cas-là, l'étudiant qui redouble, ça veut dire, un, qu'il a déjà subi la sanction, qu'il ne passe pas en année supérieure, puisqu'il redouble. Donc, il y a la première sanction dite académique. Et à la deuxième sanction, c'est lorsque tu redoubles, tu es obligé d'avoir des frais de scolarité supplémentaires, une deuxième année, parce que tu redoubles. Ensuite, toujours dans ton travail, alors j'ai dit que tu t'es réveillé au dernier moment, tu t'es dit ces sanctions-là, je ne veux pas les subir, je veux faire quelque chose. Et ton directeur de mémoire a dû se dire, bon, elle s'est réveillée tard, c'est peut-être du fait de cauchemar ou quoi, mais elle s'est réveillée tard, mais poursuivons l'encadrement pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors, à mon avis, avec l'expérience, je vois très bien que ce n'est pas un travail qui a été mis en œuvre depuis le mois d'octobre. Ensuite, comme on l'a dit déjà dans le cours, on ne met pas le nom des auteurs en majuscule. Hein, si vous écrivez le nom de mentor, on écrit le M en majuscule et après le reste en minuscule dans le corps du texte. D'accord ? On l'a dit dans la formation. Il y a aussi une confusion entre section et paragraphe. Tu n'as pas réussi à distinguer ce qui est une section, ce qui est un paragraphe. Donc, tu as tout ça dans le document de présentation que tu retrouves dans Classroom, puisque Classroom a tous les documents indispensables pour la rédaction du mémoire.
Donc, à mon avis, tu ne l'as pas fait. Ton chapitre 1, mais ça, c'est toujours la même chose. C'est parce que tu étais bousculé par le temps. Tu n'avais pas le temps. Ton chapitre 1 est rédigé comme un télégramme. C'est comme si tu envoyais un télégramme à quelqu'un. Tac, 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 comme ça. Et après aussi, hein, au-delà du chapitre 1 aussi. Et la bibliographie, ça vient après la conclusion. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis ta bibliographie après la table des matières. C'est pourquoi je dis que tu n'as pas regardé le document de présentation des mémoires. Tu mets une bibliographie à la fin de ton mémoire, c'est-à-dire après la table des matières. C'est pas normal, tu ne peux pas faire ça. Donc, et puis dans ta bibliographie, tu répètes, si tu cites un document Alain Toto, le nom, le prénom et le nom, et bien tu répètes à chaque fois, 4-5 fois. Regarde ta bibliographie. Tu répètes le nom de l'auteur 5 fois dans ta bibliographie. Donc, il y a ça à corriger aussi. Ensuite, bon, en tout cas, pour donner un travail propre, à mon avis, il faut revoir tout ça. Il faut que tu corriges tes fautes d'orthographe. Il y en a quelques-unes, hein, parce que tu n'as pas eu le temps de te relire. Et en plus, il y a des mots qui sont collés. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Hein, si tu écris, par exemple, hein, les chiens ont mangé, eh bien, chien et ont sont collés. Très souvent, ça arrive dans ton texte. Il faut voir, hein, les chiens, espace, ont, espace, manger. Mais c'est collé. Alors, relis ton texte attentivement, hein, corrige les fautes. La conclusion, ta conclusion, c'est comme une introduction. Dans une conclusion, là encore, je t'invite à regarder les enregistrements de ton cours. Tu verras ce qu'on en dit concernant le contenu d'une conclusion. Le contenu de ta conclusion, c'est tout, sauf une conclusion. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je t'invite à faire attention. Bon. Et puis, sur le fond, il y avait une question, parce que tu n'as pas vraiment donné d'éléments sur le fond. Tu nous dis que, et ça, on l'a deviné, et le docteur Providence a écrit sur les femmes qui travaillent et tout. J'ai vu qu'il n'est pas dans la bibliographie. Les femmes qui sont, comme tu le dis toi-même dans ton texte, c'est les potomitans. Hein, comme tu le dis toi-même, tu l'as dit d'ailleurs à l'oral. C'est vrai, mais on ne voit pas une bibliographie correspondre à l'explication de ce que tu as dit encore à l'instant à l'oral, que les femmes dans le milieu rural ont un niveau de vie pour aller vite, ou sont plus maltraitées pour aller vite encore que les femmes dans le milieu urbain. Tu dis ça, ça nous le savons, nous l'imaginons, hein, mais tu ne dis pas pourquoi. Je n'ai pas une explication tangible. Hein? Si je te dis je suis plus haut que toi, je suis plus grand que toi, je suis plus vieux que toi, bon, on donne une explication. Mais tu me dis qu'elles ont des conditions de vie inférieures aux femmes au milieu rural, seulement tu ne me dis pas pourquoi. Ou est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est historico-sociologique? Est-ce que c'est politique? Ça manque dans ton travail. Donc, peux-tu au moins me dire qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différence de conditions de vie entre les deux? Déjà, cette question. Et tu peux me répondre là-dessus. Monsieur le Président, pour l'instant, je m'arrête à ça et on va lancer le débat là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. J'espère que Rosemary a pu noter ta question. Et maintenant, je cède la parole au rapporteur. Mais avant, Dr. Providence, laissez-moi
et juste faire certaines remarques. Rosemary, et regarde tout simplement la page de garde de ton travail et la page de couverture avec beaucoup de points, avec et certaines petites fautes dans les phrases, par exemple licencié, etc. Donc, tu regardes ça, tu auras besoin de corriger un peu tout ça. Donc, comme Fred a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de fautes à corriger dans le travail. Et puis, tu nous donnes un travail de 77 pages. Hein, 77 pages. Donc, dans le Canva de l'IUS, on limite le nombre de pages. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'arriver à 77 pages. Ça pouvait faire 2 mémoires à l'IUS, 77 pages. Et en plus, bon, pour le respect et des marges, le respect de bien d'autres choses dans le cadre du Canva. Donc, je crois que tu dois regarder tout ça. Tu dois regarder tout ça. Bon, je te passe et un peu tout le reste. D'ailleurs, Fred a beaucoup touché, il a beaucoup mis la main et surtout dans le fond, etc. Tu dois regarder un peu cela. Parce que moi, je trouve qu'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment nécessaires dans le cadre du travail. Tu réduis, tu prends ce qui est nécessaire, ce qui est important pour toi par rapport à ton sujet. D'ailleurs, dans le sujet, il y a un point à l'intérieur du sujet qui n'est pas nécessaire. Et la phrase pouvait continuer, donc le point n'est pas nécessaire et dans le sujet, donc il faut regarder, il faut revoir et tout ça. Voilà. Mais de toute façon, je te félicite puisque tu t'es battu et tu es arrivé jusque-là et tu as fait un travail acceptable. Donc, je te félicite, Rosemary. Donc, tu rejoins ton garçon. Il est déjà avocat, je crois, en France. Et donc, là, avec une mère avocate qui va se mettre à côté de son garçon qui est avocat en France. Donc, c'est important. Et je vais dire, malheureusement, un père qui est docteur, mais qui ne joue pas son rôle, et malheureusement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin et je passe la parole à ton encadreur. Bon, merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur pour ses remarques. Et je pense que en plus de ce que le rapporteur a mis le doigt exactement dans là où ça fait mal. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai eu beaucoup de mal avec Rosemary, et parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'utilise pas du tout, alors là, franchement, qui a beaucoup de mal à utiliser les outils numériques. La preuve, si je lui envoie un message, c'est très, très compliqué d'avoir un retour. Des fois, c'est son fils qui doit traiter je ne sais quoi, etc., etc. Donc, je pense que tout ça explique les faiblesses, surtout sur la forme. Alors, le dernier document qu'elle m'avait envoyé, pourquoi j'ai donné cette autorisation, c'est parce que j'ai vu dans le dernier document qu'il y a eu quand même une progression, un effort. Je lui ai fait des remarques avant de faire le dépôt, et c'est ça aussi. Le président disait pour son étudiant, il a fait des remarques, alors j'ai fait des remarques en disant de prendre tout ça en compte. Je lui avais accordé 2 jours, 3 jours, hein, et il me semble, et de déposer à tel moment donné. J'ai l'impression que, vu ses difficultés personnelles en termes de maîtrise
des outils informatiques, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait expliquer beaucoup de légèreté. Donc, sur le fond, également, j'avais fait des remarques. À la dernière minute, j'avais dit, mais est-ce que tu as été sur le terrain? Est-ce qu'il faut faire ça? Il faut voir si l'outil. J'ai même été jusqu'à, ce que je ne fais pas souvent, ou je fais que rarement, jusqu'à lui proposer des éléments de base pour qu'elle puisse avancer plus vite. Mais rien à faire, c'était très, très compliqué pour elle de suivre le rythme. Bon, heureusement, à l'IUSA, tout le monde le sait, la soutenance, c'est l'occasion pour l'étudiante ou les étudiants de manière générale de prendre en compte ou de comprendre les failles, les faiblesses qui existent dans leurs documents et ils ont un moment, un temps pour corriger, pour finir avant de déposer. Moi, je serai toujours là pour l'assister, même si j'avoue que ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété quand j'ai vu le document qu'elle a déposé et je me dis, non, il y a un sérieux travail à faire. Et puis, le pire, c'est que, bon, je ne sais pas, elle n'est pas toujours disponible. Elle n'est pas toujours disponible parce que moi, j'organise ce qu'on appelle une permanence tous les lundis. Et bon, je ne sais pas, Rosemary, je ne sais pas ce qu'elle fait les lundis. Et même par WhatsApp, c'est très compliqué. Voilà, bon, heureusement, elle a pu faire l'effort et aujourd'hui, et son travail est soutenable par devant le jury. Donc, j'ai donné le feu vert pour ça, mais il aura à travailler, à retravailler avec, sous ma direction, son texte en profondeur avant de faire le dépôt final. Et puis, il y a bien qu'elle nous explique, parce qu'elle n'arrive même pas à profiter, à expliquer, à exposer les éléments fondamentaux de son travail. Moi, c'est pour ça que je vais lui poser quelques questions. Je ne vais pas m'attarder sur les remarques, puisqu'elle va les prendre en compte, d'autant plus que j'avais déjà les dernières recommandations que j'avais envoyées à Rosemary indiquait clairement toutes ces faiblesses. Donc, elle n'a qu'à se mettre au travail pour corriger vraiment en profondeur, parce que je ne vais pas lui donner l'autorisation si elle ne respecte pas les normes. Alors, Rosemary, tu affirmes dans ton travail, je vais te poser deux petites questions, histoire de montrer, j'espère que tu vas pouvoir répondre et montrer, en tout cas à l'assistance, que tu as une certaine maîtrise de ton sujet. Alors, tu as affirmé que l'accès limité à l'éducation, aux ressources économiques, au crédit et aux instances de décision freine l'émancipation des femmes orales de Pacapoche. Maintenant, dis-nous, parmi ces facteurs, lequel te paraît plus déterminant, c'est-à-dire qui expliquerait plus ce problème-là d'émancipation. Alors, voilà. Et pourquoi c'est déterminant? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est bon? Je peux passer à la deuxième question, je te vois noter. C'est bon pour la première question? Je peux te poser la deuxième question? D'accord, non, c'était pour savoir si tu avais bien noté la première. OK. Alors, la deuxième question, maintenant, dis-nous, d'accord, ce que tu as annoncé dans ton texte au regard de la Constitution de 1987, rappelle-toi, d'accord? Est-ce que tu peux nous dire quel article, principe ou obligation constitutionnelle permettent de soutenir juridiquement
l'émancipation des femmes rurales en Haïti. Je reprends ma question. Tu as évoqué la Constitution de 1987. Précise pour nous, puisque tu es ancien juridique. D'accord? Quel article, principe ou obligation constitutionnelle permettent de soutenir juridiquement l'émancipation rurale des femmes, alors des femmes rurales en Haïti, l'émancipation des femmes rurales en Haïti. Voilà, merci Monsieur le Président, et je pense que ça peut te donner un peu plus de crédit si tu arrives à répondre à cette question. Merci. Merci, monsieur le directeur de mémoire. Et là maintenant, Rosemary, je te cède la parole. Je crois qu'il y a eu une question de Fred et puis 2 questions de ton encadreur. Donc, je te laisse 5 minutes pour répondre à ces questions. Pour répondre à la question de Dr. Fred Selimen, et pour femmes en milieu rural qui sont plus vulnérables que les femmes en milieu urbain, c'est un constat. Et l'accès limité à l'éducation, c'est un constat par rapport à notre démarche et par rapport à notre enquête sur le terrain et ce que les femmes nous ont expliqué et ce que nous avons vu vraiment, que les femmes en milieu rural sont plus vulnérables que les femmes en milieu urbain parce qu'ils n'ont pas d'école professionnelle et pas d'université et l'accès aux ressources économiques sont limités et moyens de transformation des denrées agricoles, ils n'ont pas accès à ça. Pourtant, elles représentent le pilier de l'économie. Elles travaillent, elles sont cultivatrices. C'est pourquoi je dis que dans notre travail, que les femmes en vivant en milieu rural sont plus vulnérables que les femmes en milieu urbain. Et pour la question de Dr. Providence, l'accès à l'éducation. Je mets évidence sur l'accès à l'éducation. Comme je viens de dire, que pas de l'école professionnelle, pas d'université. Et c'est pourquoi je mets l'accent sur accès à l'éducation. Pour la deuxième question, et au regard de la Constitution haïtienne, c'est dans l'article 17-1 qui traite l'égalité des femmes. En fait, même lorsqu'on parle des femmes rurales, c'est en particulier, mais la Constitution met l'accent sur l'égalité pour tous les citoyens. Merci. Merci, Rosemary. Alors, je cède la parole au rapporteur qui va nous... Oui, alors, c'était moi. Non. Oui, alors, pas rapporteur et particulièrement le directeur. Disons mieux l'encadreur. Ouais. Oui, je voulais apporter quelques éléments de précision. Et je pense que le grand péché de Rose Marie, c'est le fait que la littérature locale, elle a pratiquement zappé cette littérature. Et c'est dommage. Parce que personnellement, et le docteur Fred Selimen avait raison de le dire. Par exemple, mon texte publié dans les éditions Sciences et Biens communs au Canada, au Québec, je traite de l'économie solidaire, d'accord? Et j'ai mis un point d'honneur à parler des femmes et de la résilience, d'accord? Et c'est un texte qui est disponible. C'est vraiment accès libre, d'accord? Et dans ce texte, il faut faire très attention parce que quand on dit Madame Sarah ou Dame Sarah, il ne faut pas dire que c'est uniquement dans
le milieu rural, hein, c'est faux. Hein. Parce qu'il y en a qui sont, d'ailleurs, elles sont commerçantes. Et l'exemple est bien, alors le nom traduit bien leur rayonnement en termes d'activité, parce qu'effectivement, elles bougent beaucoup, elles se déplacent beaucoup, elles vont dans les villes. Il y en a qui, par exemple, grâce à leur activité, qui arrivent à scolariser leurs enfants dans les villes. Et moi, personnellement, je suis un enfant d'une dame Sarah. J'ai même rédigé un roman sur la vie de ma mère. Par exemple, tu aurais pu, bon, le roman, même si c'est pas, voilà, mais tu aurais pu lire et voir, comprendre qu'en réalité, quand on dit que c'est l'épine dorsale de l'économie haïtienne, c'est parce que grâce à leur activité, elles arrivent à connecter les marchés, à faire, à créer des dynamiques et à développer une économie parallèle. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'elles arrivent à soutenir leur famille, etc., etc. Donc, ce n'est pas uniquement en milieu rural, d'accord, même si on est d'accord, elles partent généralement du milieu rural. Hein, mais elles ne se cantonnent pas uniquement en milieu rural. Voilà. Donc, et puis, il faut bien comprendre que en réalité, oui, tu as raison, il y a un ensemble de problèmes dans le milieu rural. Ça ne concerne pas uniquement les femmes. C'est le rural haïtien qui a toujours été, et c'est comme Paul qui disait, et le pays en dehors. Donc, il y avait déjà ce problème-là. C'est l'État, c'est un problème de l'État haïtien qui n'arrive pas à penser le territoire de manière à renforcer les dynamiques économiques locales. Donc, c'est ça. Donc, c'est un problème de politique publique globalement, de développement et de valorisation des ressources du pays. Donc, il ne faut pas seulement dire que c'est les femmes, pas seulement, même les enfants, les hommes dans ce milieu-là, est toujours, je me rappelle, quand j'étais jeune, les paysans, quand ils arrivent à Port-au-Prince, parce que malheureusement, je suis de Port-au-Prince, j'aime bien préciser les choses, et quand ils arrivaient, eh ben, et on voit bien comment les autres, entre guillemets, les citadins, hein, comment ils se comportent vis-à-vis de ces gens-là. Pas que les femmes, n'importe, voilà. Donc, il y a véritablement ce problème-là en Haïti où on n'arrive pas à permettre à tous les citoyens un accès, à donner un accès aux ressources, aux services et aux services publics globalement. On ne donne pas ce même niveau d'accès et malheureusement, il n'y a pas moyen de, et tant qu'on garde ce modèle-là, il n'y a pas moyen. Et dans les autres écrits, j'ai développé, par exemple, dans le texte en 2022, sur le paradoxe du changement en Haïti. Tu aurais pu, parce que j'ai partagé ce texte hein, aussi, c'est un accès libre pour nos étudiants, tu aurais pu en inspirer. Voilà, merci Monsieur le Président. Il faut vraiment qu'on place l'étude et elle va pouvoir travailler et préciser les choses dans son contexte, mais sans exagération, sans prétendre que, bon, ben, on dirait que dans le milieu rural, c'est que les femmes qui sont discriminées. Or, c'est faux. C'est le milieu rural haïtien qui est discriminé. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur. Alors, merci Monsieur l'encadreur. Et Monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas particulièrement. On a tout dit maintenant. Rose Marie, c'est ce qu'elle a à faire. La balle est dans son camp. D'accord. Donc, Rose-Marie, aurais-tu quelque chose à nous dire avant de boucler cette dernière soutenance? Alors, aurais-tu quelque chose à dire, des gens à remercier, etc.? Les membres. Ton micro est fermé, oui. OK. Je vous remercie, les membres du jury et chère assistance,
et je prends en compte les remarques et les recommandations que vous me faites. Merci. Eh bien, merci Rosemary, merci à M. l'encadreur, le Dr. Christophe Providence, merci au rapporteur, le Dr. Fred Selimène, merci à chacun de vous. Ça a été vraiment une véritable course, mais on a gagné cette course depuis le 1er juillet. Hein, on s'est arrêté seulement le dimanche et après presque chaque jour, on a environ une dizaine de soutenances et on est arrivé à la fin. Merci encore à chacun de vous pour votre contribution, pour votre participation et aux étudiants qui ont soutenu, etc. On leur dit un grand merci. Alors, avant de passer la parole au docteur Providence, alors au président et Providence, président de l'IUS, je rappelle que les inscriptions se poursuivent partout où vous êtes à travers le monde. Vous pouvez vous inscrire à l'IUS puisque les cours se font en présentiel et en distanciel. Et également, les cours sont enregistrés et postés en ligne pendant une année, pendant toute l'année de l'étude. Donc, on vous invite à vous inscrire. On vous invite à venir profiter de l'expérience IUS puisque c'est l'une des meilleures que vous pouvez faire aujourd'hui en Haïti. Et c'est pas facile de trouver une université en Haïti qui puisse organiser plus de 80 soutenances en même temps. Pas facile. Sinon, je dirais, on n'en trouve pas. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut trouver plus de 80 personnes qui sont graduées en même temps. Mais on ne va pas trouver plus de 80 personnes qui soutiennent leur mémoire et en même temps et qui vont avoir en main un diplôme. Donc, ça se passe ici à l'IUS. Et puis, je rappelle que au mois de septembre, on aura plus de 35 soutenances en master également. Donc, ça va faire plus de 100, plus de 110 et même 120 et soutenances pendant une année pour une université. Donc, déjà, c'est une grande prouesse. Voilà, merci beaucoup à chacun de vous. Je cède la parole au président, le docteur Christophe Providence. Merci Fidel, merci aux collègues, hein, puisque rien ne serait possible sans les collègues enseignants, les collègues enseignants, et sans l'administration. Donc, on félicite nos étudiants, on leur demande de se remettre au travail pour certains, hein, et de se mettre au travail sérieusement pour d'autres, histoire de pouvoir vraiment disposer du parchemin de diplôme assez rapidement. Donc, on est là, on est toujours à l'écoute. Donc, félicitations encore à toute l'équipe, à toute la communauté IUS. Je vous donne rendez-vous en septembre, première semaine du mois de septembre, pour une nouvelle période de soutenance, cette fois-ci, soutenance en master. Voilà. Bonsoir chez vous, bon week-end. On a gagné et à bientôt. Bravo.